Moi, ça fait assez longtemps que je vois fonctionner ce système complètement déconnecté, avec un peuple qui vote de plus en plus pour les extrêmes et qui se radicalise, parce que les gens sont en colère. On les traite de nazis, donc évidemment, ils ne le prennent pas très bien. Dans la réalité, c'est pas ça. C'est une colère latente. C'est une vraie colère. Mmh. Revenir à une logique démocratique réelle, c'est révolutionnaire dans notre système. Mais vous voyez bien que s'il n'y a pas de vague populaire pour remettre de l'ordre dans la maison, Ça n'arrivera jamais. ça n'arrivera jamais. Si vous comptez sur les partis technocratiques pour faire le ménage dans la maison, c'est impensable. C'est comme si vous alliez dîner chez des gens très chics et tout à coup vous faisiez pipi sur la moquette. Ça se fait pas. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. À mes côtés cette semaine, Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Et je suis content de vous retrouver, je dois le dire. Auteur, on le sait, puisque vous avez sans doute parmi nos spectateurs quelques fans, de Bille en tête, du Zèbre Zubial, le roman vrai d'Alexandre, où vous posiez la question du mensonge un peu en creux, n'est-ce pas? Sinon pas du tout en creux, vous la posiez. Plus récemment, vous avez écrit Les Magiciens, on en parlera peut-être, c'est intéressant, ces gens qui vous ont aidé à mieux penser. Et puis Faire lire pour les nuls, parce que c'est aussi au cœur de vos préoccupations que de faire en sorte que nous lisions davantage. Et ce n'est pas d'ailleurs un truc pour les gens qui en auraient seuls les moyens de lire. Au contraire, surtout pas. Tout le monde devrait lire. Et vous êtes très engagé politiquement depuis quelques années. Je m'en suis rendu compte à la faveur d'une rencontre en 2017 que nous avions eue à Montréal. Mais j'ai envie de commencer d'abord en vous posant cette question, et elle n'est absolument pas piégée. Donc elle doit l'être puisque je le dis. Qui êtes-vous? Parce que je parlais de la question du mensonge tout à l'heure. Vous avez joué beaucoup avec votre personnage. Vous l'avez mis à nu. Mm-hmm. En nous expliquant que vous étiez arrivé, peut-être comme Giacometti, à ce petit fil. Il y a un moment. Mais alors, puisque vous êtes aujourd'hui beaucoup engagé politiquement, la question de la vérité est très importante. Parce qu'on peut accepter d'un romancier qu'il crée un personnage, qu'il puisse, avec le concept de vérité, être à géométrie variable. Pour moi, c'est... Un homme de fiction, oui. Et qui ne doit pas à son public la vérité sur sa vie. Non. Mais quand on fait de la politique, c'est autre chose. Et vous en faites. Donc, Qui êtes-vous? Je suis un homme nouveau depuis 3 ans, à peu près. Je me rappelle que vous m'aviez dit ça à la faveur aussi du roman du vrai Alexandre. Oui, le processus avait commencé à ce moment-là, de vraies interrogations sur justement qui veut-on être. Et j'ai rencontré une femme canadienne. On s'est écrit pendant presque un an, pendant Covid. Mm-hmm. Je me rappelle très bien, oui. Et j'ai rencontré une femme en face de qui la vie est vécue à son juste niveau. C'est très rare. C'est-à-dire que la plupart des gens que vous écoutez à la radio ou à la télé ou dans les bistrots sont très souvent, parlent pas vraiment au bon niveau. Ils ont du mal. L'être humain a du mal. Il se raconte des histoires. Et je suis tombé sur une femme qui parle juste. Elle m'a réconcilié, par exemple, avec mon ex-femme, en me faisant comprendre que sur un point où je lui en voulais, elle m'a dit, mais elle a fait de son mieux. Et elle m'a dit, réfléchis, les gens font en général de leur mieux. C'est très rare, les grands pervers, les grands méchants. En général, ils font de leur mieux. Et j'ai appris, par exemple, à voir ça chez les gens. Plutôt que de leur sauter à la gorge, de comprendre qu'ils font globalement de leur mieux. Donc, quand vous vivez en face d'une femme qui a un rapport très puissant avec la réalité, avec une grande justesse, l'amour, c'est vraiment la matrice. Hein. C'est vraiment le lien intime à partir duquel le lien global avec la vie peut se tisser. Vous devenez quelqu'un d'autre. Vous l'avez souvent dit, vous avez d'ailleurs vendu beaucoup. Puis quand je dis vendu, je ne suis pas en train de galvauder votre contribution, mais votre regard sur l'amour fou, sur ce qu'il pouvait nous transformer, a alimenté les fantasmes de beaucoup de vos lecteurs et lectrices.
Avez-vous jamais été à la hauteur de l'amour que vous décriviez dans vos romans? Non, du tout. Je me racontais des choses, comme beaucoup de gens. Et au fond, j'écrivais sur un grand sujet, l'amour, dont je n'avais en réalité pas une grande connaissance. Je faisais de mon mieux. Parce qu'occupé par vous-même? Parce que je crois que l'amour, évidemment, c'est aussi une dépossession de soi. Oui. Et je le dis, convaincu que je ne me suis pas souvent dépossédé. Et que cette relation symbiotique de réel partage, c'est très difficile. C'est très joyeux. Oui, j'en doute pas un instant. Quand ça arrive, mais c'est vraiment, à un moment, une dissolution très forte de son moi. Et donc, c'est une expérience très fondamentale. Donc, c'est vrai que je me suis mis à vivre assez différemment, beaucoup plus heureux. Alors, au début, je ne pouvais pas aller la voir, puisque le Canada était entièrement... c'était la Corée du Nord. Hein. Je ne pouvais pas mettre un pied dedans. J'ai pourtant tout fait. J'ai essayé de me faire passer pour un diplomate. J'ai essayé d'avoir un passeport diplomate. Enfin, ça ne marchait pas. Ensuite, je l'ai découvert au bout d'un an. Vous aviez jamais eu de rapport d'interaction autre que de la correspondance ou des téléphones? Ou des téléphones. Et on a acheté notre maison avant de se rencontrer. Avant d'avoir même des rapports sexuels? Oui. Parce que c'est ce que je comprends. Oui. Je m'excuse pour l'intimité, mais en même temps, c'est la première chose à laquelle je pense. Oui, j'avais jamais embrassé. On a acheté notre maison dans le sud français. Elle a choisi tous les meubles sur le Bon Coin. C'est un site français qui permet de trouver des meubles d'occasion qu'on ne trouve pas en Amérique du Nord. C'est un acte de foi, ça. Mais quand les choses ont une grande force d'évidence, ça semble dangereux quand on est à l'extérieur, pas quand on l'expérimente. Alors, je vais vous citer, parce que ce que j'ai retenu n'est pas du tout contre vous et directement en lien avec ce que nous discutons. Vous avez décrit ce que c'était que de passer son temps à maintenir la cohérence de son personnage public, qui n'est pas nécessairement le personnage fondamental que vous étiez, sinon qu'il est possible que le personnage public l'emporte sur le personnage privé. Oui. C'est une possibilité que j'ouvre. Le succès est extraordinairement toxique. Vous me direz, ça ne prend pas une pensée particulièrement géniale pour le dire, mais c'est peut-être lié à ce que vous protégiez votre personnage public. Et le mensonge nous enferme, nous dévitalise, nous coûte de la vie. Alors, ça me ramène à la question du mensonge tout à l'heure, mais ces trois petites citations me semblent dire un malaise ou quelque chose dont vous avez essayé de vous libérer. En y mettant du temps. Tout le monde, moi, ça m'a vraiment pris du temps. Et j'étais tellement déçu par la réalité que j'écrivais des romans qui semblaient extraordinairement positifs, extrêmement suroxygénés, parce que je respirais difficilement. Parce que j'étais extrêmement déçu de ne pas être le héros de mes livres, extrêmement déçu de ce que je réussissais à vivre, mais qui n'était jamais ce que j'avais envisagé. Pas être à la hauteur de la fiction, oui, quoi. Oui, j'étais très prodigieusement en dessous. Mais vraiment, donc j'étais extrêmement décevant, quoi. Pour toutes celles qui pensaient, en croisant votre chemin, qu'elles allaient vivre comme dans vos romans. Oui, mais moi pas. J'y arrivais pas. C'était terrible. Et c'était terrible parce que mes rêves, j'y tenais. Et je voyais bien que tout ça m'échappait. Que je divorçais plusieurs fois, que tout ça m'échappait, quoi. Et tout ça m'échappait parce que je n'étais pas capable de rencontrer vraiment une femme. Voilà. J'étais trop loin de moi. Et je pense que ça met du temps. On parlait tout à l'heure de René Lévesque. Tout à l'heure étant avant que nous ouvrions nos micros. Oui. J'étais très frappé de voir que, à peu près au moment où il découvre Dachau, où il fait partie des soldats qui rentrent dans Dachau. Donc René Lévesque, qui a été premier ministre du Québec, mais aussi journaliste, qui a couvert la Deuxième Guerre mondiale, avec d'ailleurs, aux côtés, devrais-je plutôt dire, de soldats américains, entre autres. Oui. Et ce reporter, quand il rentre en Allemagne, perd sa voix.
Et si vous écoutez les émissions de René Lévesque, il a été d'abord très célèbre comme journaliste télé, dans les années 60, il a une voix qui est cassée. Et il retrouve sa voix quand il entre en politique. Il retrouve sa voix, sa vraie voix. C'est une mue? Oui, visiblement, au moment où il devient vraiment lui, la voix revient. C'est stupéfiant. Il y a peu de biographes qui l'ont remarqué, mais moi je l'ai souvent remarqué en regardant les enregistrements. En regardant les enregistrements, c'est intéressant comme façon de dire les choses. Eh bien, moi, il m'a fallu du temps pour trouver ma vraie voix. Donc mon vrai style d'écrivain, mon vrai style de citoyen, d'homme, quoi. Lui, c'était plus rapide, il a fait 15 ans. Oui, et ça partait de sa voix X pour trouver sa voix E, voilà. qui est la seule sur laquelle, d'ailleurs, on veut être bien engagé. Et il la trouve autour de 1960. Alors, tout à l'heure, si je voulais d'abord qu'on parle de se trouver de mensonges ou de demi-vérité ou de fiction qui participe du mensonge, c'est que la suite de notre conversation va nous amener probablement à parler, et c'est un thème, je me rends compte, que j'ai à peu près avec tous mes invités. Peut-être que je suis le seul responsable, mais on parlera du réel et de ce qu'il est de plus en plus inévitable, comme si on avait vécu collectivement. À côté. Ouais. À côté, dans des systèmes de représentation qui ne recouvraient pas du tout la réalité des gens, dans une forme de folie. Alors, c'est très puissant en France parce que Paris est particulièrement coupé du pays. On a donc des élites parisiennes qui vivent entre elles, qui baisent entre elles, qui rêvent entre elles, qui pourraient devenir indépendantes. N'insistez pas davantage. mais alors moi, je suis issu de ça. Je suis au départ un bourgeois parisien. Donc au départ, je grandis dans l'idée qu'il n'y a rien en dehors de Paris. Il y a quelques vagues colonies qui s'appellent les provinces, mais que l'esprit est là, que la créativité est là, que l'intelligence est là. Je grandis dans cette démence. Et cette démence, elle a abouti à la création d'une classe politique. Si vous êtes un jeune député provincial qui arrive, vous rêvez de vous intégrer. Donc vous rentrez dans des représentations. Vous rentrez dans ce qu'on appelle le conformisme que génère n'importe quel milieu. Mais là, ce conformisme est particulièrement décalé. Et particulièrement peu démocrate. Parce que dans la vision élitiste française, il y a beaucoup de mépris pour ce qui n'est pas de sa caste. Et donc, vous aurez beaucoup de mal à comprendre ce que le peuple essaye de dire. Le premier mouvement, ça sera le jugement. Pense mal. C'est des sales gens. C'est, j'allais dire, des gueux. Des gueux, mais on y arrivera un peu plus tard. Mais le mouvement de condescendance est naturel. Et au sein de cette ville, ça choque pas tant que ça. Il y avait une déclaration du premier adjoint de la ville de Paris qui sort une phrase ahurissante où il dit « Oui, mais on n'est pas... je ne me souviens plus du mot qu'il emploie, mais ça veut dire on n'est pas une ville comme une autre. » Le sous-entendu. Une forme d'exception. Oui, voilà, on est mieux. Je veux dire, on serait mieux. Et quand on transpose ça en politique, c'est totalement catastrophique. Et ce n'est pas que français. Voilà, ça a lieu un peu partout. On le retrouve évidemment en Amérique du Nord avec les phénomènes électoraux qui viennent d'avoir lieu. Mais en France, c'est très très fort. Je dirais aussi visiblement aux États-Unis, puisque on voit bien que le Parti démocrate se fait renverser sans la moindre autocritique. Vous n'entendez aucun des grands leaders venir à la télévision et dire « Voilà ce qu'on a raté ». Peut-être qu'on n'a pas du tout vu notre peuple. À force d'affirmation, de supériorité, de pseudo-supériorité morale, on ne s'est pas rendu compte que les autres existaient. Et on a perdu le peuple. Aucun ne vient dire ça. Pourtant, c'est la stricte réalité. Ils ont perdu le peuple. Et ce n'est pas qu'aux États-Unis. Je pense que le pouvoir a
perdu le peuple, qu'il n'y a plus de pacte consensuel. Il y a eu historiquement des frictions, évidemment, et aussi des divisions politiques, mais il y avait quelque chose comme un pacte auquel on était prêt à adhérer, que l'on soit d'en haut ou d'en bas. Oui. Parce qu'il y avait un respect mutuel, je pense. Je ne veux pas idéaliser le passé, mais je crois qu'il y avait de ça. Et puis, en tout cas, pour la France que je connais bien, il y avait quand même une culture démocrate. Je veux dire, quand De Gaulle est battu sur un référendum en 69, il part. Il ne s'entête pas à rester. Non, il part. Ce monsieur part. Quand il change des bouts de la Constitution, il aurait pu le faire autrement. Non. Il va demander par référendum aux gens ce qu'ils veulent. C'est leur pays. Et donc, il renouvelle tout le temps ce lien. J'ai été très frappé par les discours militaires du président français. On parle d'Emmanuel Macron, là. Quand on parle de guerre, d'armée, on parle de l'impôt du sang, on parle de l'engagement des fils d'une nation. Donc on est obligé de parler à cette nation. Ce n'est pas un problème technocratique, un problème militaire. C'est un problème de lien entre son chef et son peuple. Est-ce que la confiance est là ? Et on voit qu'il s'est engouffré dans des raisonnements qui ne sont pas faux. Je ne dis pas que ce sont des raisonnements faux. Non, sur l'idée que l'Europe et la France, c'est certainement, évident qu'il faut avancer là-dedans. Ne peut pas être désarmée et accepter d'avoir donné en impartition aux Américains sa souveraineté sécuritaire. Donc, c'est pas ça On est d'accord. Que je conteste. Ce que je conteste, c'est qui es-tu ? Quel lien as-tu avec nous ? Tu viens de te faire battre à X élections ? Tu es battu dans ton pays ? Mais renoue le lien. Repose des questions fondamentales. Reparlons-nous. Et je l'ai vu foncer avec von der Leyen à Bruxelles, qui n'est élu par personne. Donc, à un moment, quand on parle de problèmes techniques, pourquoi pas ? Mais l'armée, c'est pas un problème technique. Ça engage la chair des gens. Et donc, il va falloir que, y compris sur les questions militaires, on reprenne des liens avec nos dirigeants. Et j'allais dire qu'il n'y a pas de sacrifice plus grand que sa vie au nom d'un principe qui est celui de la patrie. Oui. Parce que c'est un principe. Oui. On y croit ou on n'y croit pas. Mais si on n'y croit pas, très difficile d'offrir sa vie à ses enfants. Ben oui. Mais ça tombe mal parce qu'on a un peu dévalorisé le concept même de patrie depuis 20 ou 30 ans. Donc, il faut bien qu'on retrouve cette confiance en nous. Et c'est là où, c'est drôle, je parle à un Québécois. Et or, vous, au Québec, vous avez inventé quelque chose qui est le nationalisme d'ouverture. C'est que pour vous, le nationalisme, c'est avoir confiance en soi. Mais ça ne veut pas dire claquer la porte au nez du monde. Pas du tout. Mais pas du tout. Vous n'êtes pas du tout construit comme ça. Donc, il va falloir peut-être qu'on réinvente nos formes de patriotisme dans l'ouverture. Quelque chose qui est de la gueule, quoi. C'est le souhait qu'on peut se faire, mais je crois qu'en ce moment, on est en train de vivre à vitesse grand V des bouleversements qui dépassent ceux qui pensent contrôler le jeu. C'est mon hypothèse. Alors, l'hypothèse, moi, je la vis. Avec des mouvements civiques dont je me suis retrouvé à la tête sans l'avoir voulu. C'est possible, ça, d'être désigné sans avoir choisi d'être là? Faute de combattants. C'est-à-dire que ça démarre un 31 décembre. Je suis dans mon village du Sud, qui est un village de département plutôt pauvre, département viticole, où il y a une crise viticole assez sévère. 31 décembre 2024, oui. Donc il y a quelques semaines à peine. Quelques semaines. Je suis à la boulangerie et je vois un bonhomme qui gueule comme un putois parce qu'il ne pourra pas récupérer ses enfants à partir du lendemain, puisqu'il a divorcé et ses enfants sont élevés par la mère dans une ville qui est à 1 heure de là, qui est ce qu'on appelle en France une zone de faible émission, ZFE. Et il dit, à partir de demain, à partir du 1er janvier, il faut avoir des voitures d'une certaine catégorie pour pouvoir rentrer dans les villes. Et il dit, je n'ai pas les moyens. Je peux pas. Parce que ça implique de changer de bagnole, carrément. Oui, de changer de bagnole. Et lui est un ouvrier maçon que j'ai déjà vu dans le village. Je sais très bien qu'il n'a pas les moyens d'acheter des voitures modernes
Et puis surtout, je sais que dans le village, personne ne les a. Et que la vie utile de sa voiture est proportionnelle à ses moyens. C'est-à-dire que si on a peu de moyens, on va vouloir la garder le plus longtemps possible. Évidemment. Les gens font de leur mieux. Et progressivement, je rentre chez moi, je vais regarder sur la toile, je vois que c'est vrai. Je vois que ça concerne beaucoup de monde, 12 millions de voitures qui sont interdites du jour au lendemain. Je tape sur un outil d'intelligence artificielle pour voir combien de gens il y a derrière 12 millions de véhicules, comme les êtres humains ont tendance à coucher ensemble et à faire des petits. Il y a des familles, il y a des couples. Les outils d'IA me sortent entre 22 et 26 millions. De personnes qui sont donc directement interpellées par cette interdiction de circuler, dans le fond. Parce que nommons les choses. Nommons les choses qui sont virées des villes. Qui sont interdits d'accès aux villes. Alors, ils ne le savent pas encore parce que ils sont en train d'installer les appareils photo qui vont lire les plaques minéralogiques des voitures. Mais l'épée de Damoclès est là, et si vous tombez sur un barrage de gendarmerie... Vous pouvez être verbalisé. Oui. Et pour les classes populaires, 68 € à l'aller, 68 € au retour, plus un 68 si on passe devant un radar. C'est impossible. C'est impossible. Donc, effectivement, cet homme est en détresse, et il a raison. Je fais un post, et je vais fêter le jour de l'an. Je reviens le lendemain, je rallume... mon téléphone, et je vois 540 000 personnes qui sont venues voir ce post en 24 heures. 1,5 million de gens, en France, c'est beaucoup de gens. C'est pas évident de toucher d'un coup, en 24 heures, autant de gens. Donc je comprends que je viens de taper dans le... Il y a quelque chose de sensible. Oui, ça y est. C'est le problème des gens. Je continue, je fais des recherches, je découvre des trucs hallucinants, je découvre que les grandes villes ont imaginé. Alors, je découvre surtout que ma dernière phrase de mon post, qui terminait par « on s'en fout, c'est des gueux ». Parlant de ceux qui sont directement interpellés, ouais. Mais ironique. Et je m'aperçois qu'ils ont créé un hashtag. Un hashtag, ça se lance par personne. C'est un peuple qui le choisit. Le hashtag « gueux ». C'est-à-dire que le mot méprisant, presque une farce, tout à coup, ils se reconnaissent là-dedans. Vieux mot médiéval, qui tout à coup correspond à leur sentiment de mépris. Je continue, les posts s'accumulent au fil de mes découvertes, et puis les gens se mettent à parler sur les réseaux. Et tout à coup, je découvre ce que ça veut dire en vrai. D'être une petite mamie qui a une pension de retraite non imposable, donc faible, qui a une vieille voiture de 140 000 km, qu'elle entretient, qui lui permet d'aller voir sa fille, ses petits-enfants 2-3 fois par mois. Et elle dit « Je fais comment ?» Je vois des infirmières qui disent « Mais moi j'ai des horaires décalés parce que les infirmières commencent parfois très tôt ou très tard. Je touche 1 600 €. Une voiture électrique, c'est 30 000. Je fais quoi ?» Donc je vois un peuple qui dit sa vérité, ce dont on parlait. Sa vérité. Et vous me parlez de le voiture. Réel. Alors, oui, nous revenons au réel, mais puisque vous me parlez de voiture, je me dis, il y a un exemple formidable d'inversion des valeurs, c'est que la voiture de l'année, de l'heure en France, c'est la Renault 5. La Renault 5 qui était comme la Volkswagen Beetle, la coccinelle, la voiture du peuple, que tout le monde les jeunes pouvait... couples qui achetaient ça. Ben oui, et qui aujourd'hui est tout à fait tendance, mais qui est électrique et qui, si on veut se la payer, coûte 35 000 €. Celle qui est en vente en bas de chez moi, il y a un garage Renault, elle est affichée à 35 000. Une fois déduit, la prime écolo. C'est-à-dire... Et en plus, collectivement, on casque pour le riche qui aura les moyens de se l'acheter, parce que c'est de ça qu'on parle. Ben oui. Il y a une prime écolo que l'ensemble de la collectivité va payer. Pour aider le riche qui va l'acheter. Et donc, je découvre tout à coup que je vis dans un pays, au début, j'ai presque du mal à le comprendre, où on trouve normal, légal, puisque c'est la loi, de purifier l'air des riches en chassant les pauvres. Parce qu'en fait, c'est ça. Or, dans une république, c'était a priori pas l'idée. L'idée était quand même qu'il y ait une forme d'égalité,
qui est une forme de solidarité, de liberté, égalité, fraternité. Et là, les 3 mots se retrouvent piétinés. Et à ma grande stupeur, quand je commence à prendre la tête de ce hashtag, gueux, moi, je m'attends à ce qu'il y ait plein de copains célèbres qui m'appellent et me disent « Bah ouais, c'est complètement dément, qu'on ne va pas chasser 25 millions de gens. » Et je me retrouve à être relativement seul parmi ceux qui peuvent accéder aux médias. Et doucement, je me retrouve à la tête de ce mouvement et les chaînes de télé commencent à m'inviter. Et je leur dis « Mais pourquoi vous n'invitez pas plutôt des politiques ?» Oui, qui ont à répondre de ce qui se passe présentement. Et de ce qu'ils ont mis en place. Et les rédacteurs chefs me disent on les invite, mais ils ne viennent pas. Je dis mais appelez la maire de Paris, le maire de Lyon. Il dit ils ne veulent pas. C'est quoi la réponse encore? Oui. En fait, on les appelle, mais ils ne veulent pas venir prendre des claques. Au fond, ils n'assument pas. Et vous avez des services de com qui disent on a inventé un truc, le passe-gueux. C'est-à-dire que le gueux a le droit, par exemple, à Paris, 24 fois par an. Une espèce de permission. Ou 19 fois, je ne sais plus. Il a droit à une autorisation administrative, une sorte de permission, puisque, en tant que pauvre, désormais, il va vivre sous conditions administratives, alors que le riche peut circuler avec sa Tesla, gaiement. Sans jamais être angoissé à l'idée d'être arrêté. Sécurisé. L'autre va vivre dans l'inquiétude administrative. Et alors, pire que tout, doucement, les réseaux me montrent que les 42 ZFE, c'est-à-dire ces villes fermées, qui inclut les rocades et les autoroutes. C'est-à-dire que vous pouvez même pas, vous pouvez plus circuler en fait, parce que... Il faut contourner complètement. Complètement, il faut faire un détour de 100 km. Ce qui, d'un point de vue environnemental, est en plus débile. C'est un truc de fou. Et alors, si vous partez du nord de la France, vous partez de Lille et vous allez voir votre grand-mère qui a pris sa retraite à, je sais pas, sur la Côte d'Azur, vous allez traverser entre 12 et 25 ZFE. Et faire probablement des centaines de kilomètres de détours? Ou des détours, ou alors vous allez solliciter les passes-gueux. Vous allez solliciter 14 à 22 passes-gueux en allant sur les sites des villes. C'est-à-dire qu'au fond, alors que celui qui est fortuné peut voyager gaiement, et donc... Mais c'est une invitation à rester chez soi, c'est-à-dire... C'est l'enfermement des classes creux, populaires. Qu'est-ce qu'on dit? C'est « s'il vous plaît, restez chez vous ». Oui, surtout ça crée un tel risque juridique, parce que vous n'êtes jamais sûr, quand vous êtes sur la route, vous n'êtes jamais sûr d'être dedans ou à l'extérieur de la ZFE. Donc on peut vous coller un PV. Alors, qu'est-ce que ça dit de notre époque? Parce que des ZFE, il n'y en a pas nécessairement partout dans le monde, mais ça dit, j'imagine, ce que des gens déconnectés du réel sont capables entre eux de se convaincre que ça soit une bonne idée. Je veux même pas faire l'hypothèse que ça soit démoniaque. C'est-à-dire que ces gens-là se soient dit « on va vraiment faire chier ». Et ils vont payer le prix. Non, c'est pire. C'est pire parce que alors, sur les réseaux, tout à coup, c'est la plus grande agence de renseignement, les réseaux. Donc, tout à coup, ils vous remontent l'étude d'impact de la loi. Alors, tout à coup, je la vois apparaître. Concernant les citoyens, elle fait une demi-page. Ils n'ont même pas évalué le nombre de voitures et même pas évalué le nombre de citoyens. Ensuite, on découvre un peu plus tard qu'il y a eu une étude du Grand Paris pour savoir ce que pensait qui est sorti au mois de novembre dernier. Et cette étude annonce que 94% contre 94. Et l'étude du Sénat national sur 50 000 citoyens, c'est 86% contre. Et ces gens, personne ne tilte que la nation est contre. Qu'au fond, le peuple français est républicain. La rupture d'égalité est quelque chose qui n'est pas tolérable dans notre culture. Donc les gens, très naturellement, 94 ou 96 selon les autres, mais enfin quasiment tout le monde, dit, vous êtes timbré. Donc, ce qui est très étonnant, c'est que ces études, elles sortent, on les cache, on les met sous le tapis, mais ces documents existent, ce sont des documents officiels du Grand Paris, du Sénat,
Mais le sous-texte, que ça soit sur cette loi ou autre chose, parce qu'on pourrait revenir au référendum de 2005, Oui. sur la souveraineté française, Oui. parce que c'était au cœur de la réponse des Français, c'est il y a un intérêt supérieur que le peuple ne capte pas. Oui. Donc, il faut, envers et contre le peuple, Il faut avoir prendre raison. les sages décisions. Parce que l'écologie politique, qui pour moi n'a rien à voir avec l'écologie à laquelle moi j'adhère, considère qu'elle agit au nom du bien de la planète. Et le technocrate agit au nom de la raison. Quand vous agissez au nom du bien et de la raison, vous pouvez mettre en place une ségrégation. Vous pouvez faire n'importe quoi avec votre peuple, puisque vous êtes missionné au nom du bien et de la raison. Et en fait, fondamentalement, les grandes saloperies dans l'histoire humaine se font presque toujours au nom du bien. Mhm. On a du mal à l'admettre parce que c'est tellement choquant, mais c'est presque toujours au nom d'une manipulation de la morale. Et donc on se retrouve... Ben, tous les projets totalitaires Oui, ne reposent que sur cette fiction. Oui, que sur cette fiction. Et là, on est reparti dans un truc où tout à coup, la ségrégation va passer pour acceptable. Et puis quand je demande aux maires ruraux avec lesquels je vis dans le sud, j'ai croisé le maire de mon village, je lui dis « Comment t'expliques qu'un truc aussi délirant ait pu voir le jour ?» Et il me dit, et ça correspond exactement à ce que vous sentez, il me dit « On n'existe pas pour eux. On n'existe pas. » C'est-à-dire qu'il peut y avoir des études, il peut y avoir des chiffres. Cette part du peuple n'existe pas. Elle n'a pas de légitimité éthique, morale. On peut en faire des sous-citoyens qui vont vivre avec des autorisations. Mais est-ce que vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler? Je m'en rends C'est-à-dire, terriblement compte. Non, mais on est en train de parler d'un truc on est en train de parler de sous-citoyens dans une république. En fait, on n'en parle pas. On ne les désigne jamais voilà. comme des sous-citoyens. On fait en sorte qu'ils se retrouvent dans cette situation sans jamais le nommer. Sans le nommer. Alors, et je pense que c'est plus pervers. Et là, je suis en train de les emmerder royalement parce que tout à coup, je les nomme. Les gueux. Les gueux. Et puis, comme je connais beaucoup de monde, j'ai été voir les écolos de la ville de Paris. Et notamment certains avec qui j'ai des rapports d'amitié de longue date. Et je pense à un que j'aime tendrement et je lui ai dit « Mais t'es fou? Je te rappelle que vous étiez de gauche. Vous étiez censé prendre soin des gens les plus fragiles, pas les virer. » Je lui ai dit « Mais est-ce que tu te rends compte que vous êtes en train de devenir fou ?» Et il me dit « Non, tu te rends pas compte. La planète. » Je lui ai dit « Écoute, je t'adore parce que je t'aime depuis longtemps, mais je crois que t'es fou. Et tu devrais aller voir la maire de Paris, que je connais aussi, mais je suis tellement en colère que moi, je ne vais pas y aller. Je te demande d'aller la voir. Il faut qu'elle aille au journal de 20h, qu'elle s'excuse. Avant qu'il y ait une vraie révolte, comme la France en a le secret, et qu'ils viennent vous chercher manu militari, parce que vous les aurez offensés, humiliés, niés, interdits, humiliés. Mais vous êtes fous. Alors, Alexandre Jardin, vous parliez de ségrégation. Moi, j'entends ségrégation sociale. Oui. Dans un monde où on nous rabat les oreilles continuellement avec le respect des autres, la diversité. Et j'en suis. J'ai envie de faire chier personne. Et j'ai envie, en amont, de juger personne sur autre chose que la pertinence de ce qu'il apporte à l'équation. Basique. Mais la ségrégation sociale, je pense que c'est la pire des humiliations. C'est horrible. Et ça nous ramène à des rapports de classe qu'on avait pensé effacés. Ben oui, on n'imaginait même pas vivre ça, nous. On pensait qu'on appartenait à des sociétés avancées. Et en fait, il faut toujours se méfier de l'introduction de la morale dans la politique. Toujours. Tous les totalitarismes agissent au nom du bien. Moi, j'ai poussé très loin cette réflexion sur la manipulation de la morale en écrivant un livre sur mon grand-père qui était directeur de cabinet de Pierre Laval
pendant la Seconde Guerre mondiale. Vichiste. À Vichy, pendant 2 ans, c'est-à-dire le bras droit du chef du gouvernement qui collaborait avec le nazisme. Et mon grand-père n'était pas un monstre. J'ai très bien connu. Pas du tout. C'était pas un fou qui hurlait des slogans antisémites. C'est ce qu'on appelait... Il faisait partie des gens très bien. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en place une ségrégation antisémite, le statut des Juifs. Ils ont déporté 70 000 personnes, la plupart ont été brûlées. Pas de culpabilité dans ma famille, parce qu'on avait fait ça au nom du bien. C'est-à-dire qu'on m'expliquait, mes grands-pères a protégé les Français. C'était le bien. Il fallait sauver ce qu'on pouvait, donc on a fait le bien. On a envoyé la police française arrêter 70 000 personnes, juifs. Donc j'ai profondément compris, depuis très longtemps, que la manipulation de la morale vous permet n'importe quoi. Alors, je ne dis pas que ce qui se passe, c'est du même ordre, mais je dis que le mécanisme mental qui mène à ça est à peu près le même. C'est pas la même intensité. Et s'il mène là, il peut aussi mener ailleurs. Oui. Parce qu'une fois que la voie est tracée, et je ne dis pas non plus que nous irons ailleurs dans quelque chose d'horrible et qui nous ramènerait aux dimensions de ce que vous racontez de votre vie, mais je pense que quand la mécanique fonctionne, elle peut fonctionner, elle peut être opérante pour plein d'autres choses. Dans plein d'autres choses. Hier, je faisais une émission de télé. Il y avait en duplex une députée écolo qui s'est mis quasiment à pleurer en disant « Oui, mais les enfants respirent mal, ils ont des bronchiolites, c'est affreux, vous voulez que les enfants ne respirent pas ?» Et à moi, je dis « Non, personne n'a envie de ça. » Mais est-ce que ça signifie qu'on a le droit de mettre en place de la ségrégation? Bien sûr que non. Est-ce que ça signifie qu'il faut s'y prendre peut-être de manière plus respectueuse de tous? Et qu'en tout cas, vous ne pouvez pas, madame, vouloir que l'air des riches soit purifié en chassant les pauvres. Il y a un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je remarque, enfin non seulement je le remarque, que je l'entende, quand on s'est vu en 2017, alors vous vous en souvenez peut-être pas, mais c'était l'été 2017, je suis assez convaincu, et je ne me rappelle pas quel était le prétexte, un livre ou autre chose, et je vous réalise, je vous vois en colère, employant des expressions qui étaient réservées aux complotistes patentés. Et je ne suis pas en train de vous mettre une étiquette au dos, là. Vous parliez de l'élection de 2017, d'ailleurs du kidnapping, peut-être, du résultat. Parce que je savais ce qui se passait. Et presque d'état profond, c'est-à-dire d'élite. Alors, encore une fois, on n'est pas dans un délire paranoïaque, s'il vous plaît, rassurez-vous, mais c'était... Et je suis resté surpris. Je me suis dit, voilà, un garçon qui, à ce jour, a très bien su naviguer les eaux traîtresses de la com, a bâti un personnage public et qui dit des choses qui pourraient être fâcheuses pour lui, nécessairement, et peut-être même le faire passer pour délirant, quoi. Et je me suis donc, après, posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans son expérience à Alexandre Jardin pour qu'il voit ainsi le monde et que le politique ait fait une irruption dans sa vie qui, ma foi, devait être assez confortable. Parce que la tentation, c'est le soma, dans le meilleur des mondes. On se drogue, et puis tout va bien. En fait, c'est des années de militantisme associatif. J'ai mis en place beaucoup de grands programmes français associatifs, notamment sur la lecture, dont un très gros qui s'appelle Lire et faire lire, qui marche au Québec aussi, qui marche en Acadie, qui marche en Belgique, non, en Suisse, pardon, qui s'appelle Lire et faire lire. On emmène les retraités français et d'autres pays transmettre le plaisir de la lecture aux enfants. Et en France, c'est énorme, on a presque 20 000 bénévoles, ça marche dans les 100 départements, dans les dom-toms, et on fait lire chaque année 750 000 enfants. Donc c'est un mouvement populaire. Quand vous mettez en place ce genre de programme, vous ne le faites pas depuis Paris. Vous montez dans le train, vous prenez votre voiture, vous allez parler avec des préfets, des sous-préfets, des représentants de l'éducation nationale, des syndicats locaux, des maires.
des associations locales qui portent le programme. Donc, vous rentrez dans le... Comment les gens vivent? Avec quelles croyances? Vous vivez avec votre pays. J'ai eu un autre programme qui s'appelle 1000 mots, qui m'a mis en contact très profondément avec les quartiers mineurs des prisons, qui était fait pour monter le lexique des jeunes détenus. Là, vous êtes vraiment dans le cul de la misère, la vraie misère mentale, spirituelle, des gens qui n'ont pas de mots, des jeunes qui n'ont plus de langage et qui sont incarcérés. Et vous faites un lien de corrélation, d'autres l'ont fait, entre notre incapacité à nommer les choses et la violence qui en résulte. Oui. Quand on en vient au point, quand on n'est pas capable de ponctuer une phrase avec des points. Quand on a un grand échec populaire éducatif, il ne peut pas ne pas y avoir une montée de la violence. Parce qu'on a des jeunes qui n'ont pas de mots. C'est mécanique. Hein. Un jeune adolescent qui n'a pas de mots et qui est dans une situation sociale critique, compliquée, il va taper. Il ne pourra pas dire ce qu'il a sur le cœur, il ne pourra pas médiatiser sa colère, son désir, faire quelque chose de lui. Alors, quand vous parlez de la lecture comme d'un médicament social, c'est que ça peut penser les mots PAN. Oui. C'est très fondamental. Mais j'ai monté énormément de programmes où j'étais à l'origine, au départ, d'une action avec McDonald's. On est parvenu à glisser dans les joyeux festins, comme on dit, et les Happy Meal, des albums jeunesse. Et c'était tout ce que je voulais, puisque vous avez des quartiers où il n'y aura jamais de librairie, jamais de maison de la presse, mais il y a des McDo. Donc, à travers les Happy Meal, on est arrivé à distribuer en 7 ans 140 millions d'albums. 140 millions? Oui, en France, juste en France. Donc, je sais ce que c'est qu'un programme vraiment populaire et comment on peut parler à un peuple qui ne correspond pas du tout à l'idée que mon milieu littéraire se fait. Parce que mon milieu littéraire, si on lui dit qu'il faut passer par les McDo, il faut que ça pue. Que solution est digeste, disons les choses comme ça. Digeste. Mais je me suis vraiment posé ces questions de communication réelle avec ce qu'on peut appeler le pays réel. Le monde. Le monde, les gens. Nos concitoyens, les autres. Et les autres ne vous ressemblent pas. Ils sont très différents. Ils ont leur représentation du monde, leurs croyances, leurs coutumes. L'idée, par exemple, qu'ils se font du livre n'est pas la même. Et c'est complètement inattendu. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais au fond, le monde musulman lit moins ». Il faut quand même savoir que dans le programme McDo, c'est dans les banlieues musulmanes les plus difficiles que le taux de transformation, c'est-à-dire des parents qui choisissent le livre plutôt que le jouet en plastique, le petit jouet, est le plus fort. Parce que la maman voilée qui arrive pour 4 €, elle préfère avoir un livre de qualité pour la chambre de sa fille. Et ça, les 140 millions, ils ont été en grande partie au bon endroit. Alors qu'un McDo du centre-ville de Paris ne choisit pas le livre, puisque la clientèle se dit « Mais non, c'est des bouquins de McDo, c'est pas bon. » Et on en a déjà à la maison. Oui. Donc, j'ai appris à naviguer dans les croyances et dans la complexité des croyances des gens. Et à comprendre, par exemple, l'importance de ces mamans, qui sont fondamentalement des mamans, qui ont un réflexe de mère. Elles se vivent pas comme musulmanes ou pas musulmanes, elles se vivent avant tout comme maman. Comme mère. Et elles défendent leurs petits. Mais quand vous parliez de lire et faire lire, c'est ça? Oui. Vous avez parlé des 20 000 volontaires et des mamies. Donc, c'est des retraités. Oui, mais c'était des mamies. Vous avez, je pense pas parler des papis. Est-ce à dire que c'est d'abord une affaire de femmes? On est à 95% des femmes. J'ai fait des pieds et des mains pour arriver à recruter plus d'hommes. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais la transmission est genrée. C'est atterrant, mais c'est comme ça. Donc, quand vous vivez dans cette réalité qui est très éloignée de mon origine sociale, de mon quotidien à Paris, ou à Toronto, ou à Montréal, j'ai appris à vivre avec un pays. J'ai appris à voir que le vrai moteur de mon pays, c'était fondamentalement les communes. C'est-à-dire la politique à hauteur d'homme, où il y a un politique qu'on connaît. Et on peut le voir. On le voit, on sait où il habite, on sait où le type ou la fille habite.
S'il y a un problème à 3 heures du mat', on va le réveiller. Donc j'ai appris à vivre avec ces gens. Et tout de suite, quand le mouvement des gueux s'est mis en route, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse la jonction entre ces masses populaires, ces millions de gens, et les élus locaux. Et j'ai demandé aux gens, sur le site lesgueux.fr, de télécharger une lettre au maire pour écrire à leur maire. Et on est en train de ramener dans ce mouvement populaire nos élus locaux. Et là, heure par heure, les maires viennent. Juste avant, il y a la présidente de la région Île-de-France qui a rejoint les gueux. Et ce que j'espère, c'est que ou bien on fera plier les partis, et s'ils ne plient pas, il y aura une révolte. Il y aura une vraie révolte, type gilet jaune, et j'espère que cette fois-ci, on la cadrera pour en faire une force populaire encadrée par les élus locaux. C'est-à-dire les manants de la République, les petits maires, les gens des conseils municipaux. C'était le vrai encadrement républicain. Ma question, puisque c'était en 2017 que cette conversation initiale, qu'est-ce que vous avez compris, admis ou peut-être vu de ceux ou chez ceux qui gouvernent et qui engendrent plus que du scepticisme dans votre bouche à l'époque quand vous décrivez, c'est pas que scepticisme qui serait le bon mot, c'est, je dirais, une méfiance grave. Vous dites, il y a danger. C'est le souvenir que je garde de cette rencontre. Il y a danger, il y a une déconnexion entre ceux qui nous gouvernent et... Alors aujourd'hui, on parlera des gueux. À l'époque, on aurait pu parler des gilets jaunes. Mais entre ces deux mondes. On ne peut pas les réveiller. Je reste aussi pessimiste sur... En revanche, ce qu'on va pouvoir mettre en place à un moment dans un rapport de force populaire avec les élites parisiennes, c'est tôt ou tard le rééquilibrage de notre démocratie représentative qui représente mal, avec un volet de démocratie directe, référendaire. Les Suisses ont cet équilibre. Ce qui fait que quand quelqu'un a une fonction exécutive à la tête d'un canton en Suisse, il réfléchit, elle réfléchit. Parce que tout élu local, ou tout exécutif en Suisse, sait qu'il peut prendre dans les dents un référendum. Contrairement à ce qu'on dit, il n'y en a pas tous les matins. Tout simplement parce que les gens font attention. Il y a un équilibre qui se constitue et qui permet une moindre déconnexion. Parce que vous êtes obligé d'écouter. Ce qui est quand même la base d'une démocratie. C'est de nous contraindre. Il faut trouver des systèmes qui obligent surtout les bureaucraties à tenir compte des gens. Et moi, je pense que si on va dans une crise, quand j'en parle avec les maires, ou là, des présidents de région, tous sont d'accord. Tous disent, à un moment, on va devoir rééquilibrer notre système. Vous me parliez à l'instant de la Suisse, et je mets au défi quelqu'un, parmi ceux qui nous écoutent, de nous nommer, de donner le nom d'un élu suisse. Oui, ce sont des simples citoyens. Président de la fédération. Il peut prendre le bus. Mais on n'a aucune idée. Ce ne sont pas des vedettes. Non. Ils n'existent pas. On n'annonce pas la visite. Ce sont des citoyens. Voilà. Mais c'est une nuance importante. Énorme. Énorme. Mais il y a un véritable esprit démocratique. Donc je pense tôt ou tard, on va sortir de cette énorme déconnexion par une révolution démocratique. C'est-à-dire, on va devenir un peuple tôt ou tard adulte. Alors, je sais que les élites parisiennes détestent cette idée, puisqu'ils disent « mais non, c'est ridicule, on ne peut pas gouverner par référendum ». C'est vrai. Mais d'ailleurs, en Suisse, on ne gouverne pas par référendum. C'est les exécutifs qui gouvernent. Mais on peut corriger, on peut faire entendre. Si nous avions eu ce système, jamais les ZFE n'auraient vu le jour. Ce n'est pas que français. Il y a quelque chose comme un vent qui balaie nos systèmes qui sont tous plus ou moins semblables. Je parle évidemment de nos démocraties occidentales, de l'Australie jusqu'à l'Europe en passant par l'Amérique du Nord.
Vous croyez qu'il y a une cohérence entre tout ça? C'est-à-dire qu'il y a une connexion qui relie ces peuples et les aspirations qui sont au centre du débat? Les peuples restent des peuples. Les élites sont transnationales. Elles voyagent, elles circulent, elles ont les mêmes Tesla. Au fond, un New-Yorkais du centre-ville ressemble beaucoup plus à un Parisien de centre-ville qu'à un membre de sa nation. Donc, tous nos peuples vont devoir rentrer dans des processus démocratiques et réfléchir à comment réduire la déconnexion. C'est tout. Est-ce qu'il faut plus se décentraliser selon les pays? Est-ce qu'on doit revenir à un système où chaque parlementaire doit être maire ou patron d'une association ou dirigeant d'une entreprise? En tout cas, ayant pris soin de quelqu'un. Mais c'est beaucoup, prendre soin de quelqu'un. Ben oui, c'est beaucoup. Quand vous dirigez une entreprise, vous voyez que c'est compliqué de gérer des gens. Quand vous dirigez une mairie, une région, une association avec 2000 personnes, c'est compliqué. Donc, avoir l'habitude de l'autre, ça crée des élites différentes. En France, on a supprimé, on a eu pendant très longtemps des députés qui étaient maires. On appelait ça des députés maires. Mmh. Un député maire, c'était quelqu'un qui votait une loi et qui se disait « Tiens, quand je vais rentrer à Blois, à Compiègne, à Nantes, il va falloir que je l'assume. » Au conseil municipal, ils vont me poser des questions. Je dirais quoi? Donc, c'est quelqu'un qui était... Et puis, c'était quelqu'un qui avait la puissance politique de sa ville ou de son territoire. Donc, on écoutait le député qui était le maire de Marseille. Qui avait une vraie base, évidemment. Ben oui, il avait une base. Donc, on l'écoutait. Donc, tout à coup, le technocrate parisien avait en face de lui un type, une fille, qui avait du monde derrière. Donc, il y avait des équilibres. Il va falloir qu'on rééquilibre nos démocraties. Est-ce que ça se fera dans le sang? Vous êtes peut-être le 4e ou 3e à faire l'hypothèse, et on se dira encore une fois, il y a une conspiration des invités sur ce plateau, j'y crois pas, mais c'est arrivé avec Natacha Polony, j'en suis convaincu. Christophe Guilluy, qui sera peut-être pas diffusé au moment où notre entretien sera diffusé, parle de ce risque que personne ne souhaite. Mais non. Mais si on est tous en mesure de l'anticiper, c'est que nécessairement le gouffre n'est pas très loin. Parce que quand on est acculé au pied du mur ou au gouffre, on réagit évidemment brutalement. On dit non, il n'est pas question. Alors, moi, l'assurance que j'essaie de donner à mon pays, c'est de faire l'unité entre le mouvement des gueux et les maires et la démocratie locale. Pour qu'il y ait un cadre républicain à cette révolte. Parce que les maires, quand ça chauffe, vraiment, quand les Français sont en colère et se mettent à flamber... Ben, ça casse chez eux. Ça casse. Oui, mais les derniers qui peuvent leur parler, physiquement, venir voir, sur un rond-point, c'est le maire. Parce que, d'abord, ils se tutoient, ils se connaissent, ils connaissent sa cousine. Donc, il y a des liens. Oui, d'autant qu'un maire à Paris, beau lapsus, en France, marie aussi les gens souvent. Oui, voilà. Marie, donc ils discutent. Tout ça fait que ce sont des gens qui sont des citoyens quand même parmi d'autres. Alors, je n'idéalise pas, l'être humain reste l'être humain partout. Mais grosso modo, la seule chose que je puisse faire pour anticiper, c'est faire ce que je fais sur les réseaux, sur mes réseaux. C'est de faire l'alliance des gueux et des gens qui ont des écharpes tricolores. On a commencé cet entretien en parlant de la capacité grande que nous avons collectivement eue, à tout le moins pour ceux qui disaient à notre place ce qui se passait. Donc, capacité grande à nier le réel. Mais si je parle de ce réel... C'est super, ça fout la trouille. Hein? Oui, ça fout la trouille. Mais moi, je vous suggère quelques exemples. C'est parce que j'espère peut-être ouvrir un peu la focale ici, mais on est en plein débat sur le réarmement de l'Europe. Oui. Énorme transfert de richesse au passage. Oui. C'est-à-dire que c'est des centaines de milliards qui seront investis dans des industries qui rapporteront à ceux qui sont aux manettes. Je ne le reproche évidemment pas à ceux qui pourront
faire de bonnes affaires. Mais c'est évidemment nos gueux qui paieront en partie pour ce réarmement. Mais c'est dit au nom d'une capacité industrielle à redécouvrir en Europe. Or, il y a quelques années, on s'arrangeait très bien avec l'idée de voir des usines, des fleurons nationaux partir. Alstom, oui. On pourrait faire la liste longue, Péchiné. Et je dis, pour moi, c'est la même négation du réel où on dit un jour quelque chose, où on ne dit rien. C'est-à-dire que les entreprises partent. C'est tout à fait... c'est la même négation du réel. Aucun souci. Et puis aujourd'hui, on dit, il faut avoir cette capacité industrielle chez nous parce que c'est notre souveraineté qui est en jeu. Mais je me dis, comment puis-je faire confiance? Il va y avoir un changement de classe politique, d'une manière ou d'une autre. C'est allé trop loin. Il va y avoir forcément des déplacements erratiques. Moi, je militerai toujours pour que la suivante soit le plus issue du terrain. La suivante en termes de solution démocratique? Oui. Pour qu'elle soit le plus issue du terroir. Parce qu'il y a une classe politique de remplacement capable de gérer. On a des édiles en France qui savent très bien gérer toutes nos villes moyennes, qui, dans l'ensemble, sont bien tenues. Vraiment bien tenues. Intelligemment. Et qui sont vraiment plutôt des réussites urbanistiques. Donc on a, venant du terrain, une vraie classe politique capable. Mais il va y avoir des changements absolument terrifiants. Ce qui m'angoisse, c'est que la technostructure, elle est tellement entre elles, c'est un milieu qui est tellement homogène et qui est tellement méprisant, qui n'envisage même pas... Je vais prendre des exemples très concrets. Quand vous êtes nommé ministre en France, vous recevez un coup de téléphone du directeur de cabinet de Matignon, du Premier ministre, qui vous informe qu'il vous a choisi votre directeur de cabinet. 90% des cas, c'est ça. Oui, il y a sans doute quelques têtes fortes qui arrivent avec leurs propres équipes. 10%. Quasiment aucun. Sinon, c'est le Premier ministre qui dit avec qui le directeur de cabinet du Premier ministre, qui vous choisit votre directeur de cabinet. Ensuite, vous recevez des coups de fil des grandes administrations qui vous délèguent dans votre cabinet des membres en vous disant c'est très compliqué, donc il vous faut quelqu'un qui va vous aider dans le maquis administratif. Donc vous n'aviez plus de bras droit, vous n'avez plus de bras gauche. Vous découvrez que vous n'êtes pas responsable financièrement de votre ministère. Vous avez un petit gris, un petit monsieur tout gris qui arrive et qui est représentant de ce qu'on appelle en France Bercy, le ministère des Finances. Quand vous signez au nom de l'État en tant que ministre, votre signature ne vaut pas paiement. Elle n'engage donc pas... Non, elle n'engage pas le ministre. Enfin, elle n'engage pas en vrai. C'est le petit gars qui est délégué qui tient la signature. Sous la Troisième République, en France, vous aviez des ministres qui avaient des budgets, qui étaient responsables. Donc ceux-là ne sont pas responsables. Ensuite, le mardi, ils se réunissent à Matignon, c'est-à-dire au siège du Premier ministre, et ils font ce qu'on appelle la conférence des directeurs de cabinet. À ce moment-là ont lieu ce qu'on appelle en langage technocratique français les arbitrages de Matignon. Ça veut dire qu'en bout de table, celui qui a nommé tous ceux qui sont autour de la table, ils tombent d'accord et entre eux, ils décident. Enfin, ils tombent d'accord avec lui. Ils tombent d'accord avec lui. Bon. Ensuite, on écrit... Est-ce que c'est trop caricatural ce qu'on fait? Parce que Non, c'est la réalité technocratique, c'est comme ça que ça marche. Et le mardi après-midi, ils écrivent ce qu'on appelle en langage administratif des bleus. Les bleus, c'est les ordres à l'intérieur de l'État. C'est écrit le mardi après-midi. Ensuite, pour rigoler, vous avez un conseil des ministres le lendemain, avec les ministres. Après les arbitrages de Matignon, après la rédaction des bleus. Donc, le Pékin français qui voit à la télé un conseil des ministres ou une sortie de conseil des ministres pense qu'il y a des vrais ministres. Bon, tout ce que je suis en train de décrire, ça n'existe pas dans leur tête de le remettre en question. Pour eux, c'est comme ça. Il n'est même pas question d'avoir des ministres responsables de budget.
autonome par rapport à Bercy. C'est de l'ordre de l'impensable. Donc là, vous avez des habitudes administratives qui ont pris le pas sur le politique. Donc vous pouvez vous amuser à voter et envoyer des députés. De toute façon, vous avez une administration interne à l'Assemblée nationale qui définit les règles de fonctionnement. Qui a le droit de voter, comment, à quelle heure. Mais vous voyez bien que si l'Assemblée décidait, par exemple, qu'on ne compte que les votes des gens qui sont là, c'est pas la même chose que ceux qui tournent les clés. Et d'ailleurs, des députés qui sont là, c'est pas toujours très éloquent. Ouais, c'est très éloquent parce qu'il y a beaucoup d'absents. Ben oui. Donc en réalité, les décisions sont prises à très peu des parlementaires. Les études d'impact sont bâclées parce que les budgets d'Assemblée sont grotesques. Donc, revenir à une logique démocratique réelle, c'est révolutionnaire dans notre système. Mais vous voyez bien que s'il n'y a pas de vague populaire pour remettre de l'ordre dans la maison... Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Si vous comptez sur les partis technocratiques pour faire le ménage dans la maison, c'est impensable. C'est comme si vous alliez dîner chez des gens très chics et tout à coup, vous faisiez pipi sur la moquette. Ça se fait pas. Mais ça ne se fait pas. Or, des risques de pipi sur la moquette, il y en a. Il y en a, parce qu'ils ne sont pas contents d'un certain nombre de choses. Vous avez, par exemple, en ce moment, toujours au nom de l'écologie, l'État est en train de complètement perdre la main sur des agences autonomes qui ont des droits de création de taxes. Et il y en a une qui récemment a inventé des taxes sur l'eau. Et vous avez, par exemple, les brasseurs, les gens qui font de la bière, qui ont reçu des factures d'eau qui, tout à coup, ont été multipliées par 3 ou 4. Tout à coup, au lieu de 100 000, ils devaient payer 400 000. Ils vont mettre la clé sous la porte. Ça passe même plus par le filtre politique. Non, c'est court-circuité complètement. Complètement. Donc, ils peuvent faire... Et le pouvoir de taxer est, par définition, la délégation la plus précieuse qu'on fait. Quand on vote, on dit évidemment... On n'a pas à déléguer ça à des organismes non élus administratifs. Donc, la reprise en main de la maison, reprendre la maison, que ça reste une maison démocratique, c'est une sacrée révolution. Mais après tout... Mais est-ce qu'on est les seuls à se convaincre entre nous ici où il y a vraiment quelque chose qui non, les maires qui bruit? Tous les maires le savent. Les travaux de l'Association des maires de France travaillent là-dessus. La démocratie locale en France... Mais je me rappelle la conclusion de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, et je ne nie pas non plus pour ceux qui pourraient le dire qu'il y a eu des excès, certainement, mais il y avait surtout un groupe nombreux d'individus, pas très idéologisés, qui étaient en colère et qui voulaient que ça change. Et je vois la maestra avec laquelle on a canalisé cette colère et on l'a fait se dissiper sans véritable lendemain. Parce que, et Covid a enfermé tout le monde et la fête a été terminée. Parce que qui saurait me dire ce qui est inscrit dans les cahiers de doléances qui ont été produits au terme de l'exercice Gilets jaunes? Personne. De toute façon, la technocratie voulait endormir le truc. Et ça a été endormi. Mais sauf qu'à force de mettre la poussière sous le tapis, en fait, moi, ça fait assez longtemps que je vois fonctionner ce système complètement déconnecté, avec un peuple qui vote de plus en plus pour les extrêmes et qui se radicalise, parce que les gens sont en colère. On les traite de nazis, donc évidemment, ils ne le prennent pas très bien. Dans la réalité, c'est pas ça. C'est une colère latente. C'est une vraie colère. Mmh. Je vous prends un exemple dans mon village. Dans mon village, vous avez, je crois, à peu près 40% qui votent LFI et 60% RN. Donc, Insoumis et Rassemblement national, ensemble. Et ceux du milieu, ils sont 5-10%. Oui. Ils forment une très large majorité. Tous. À la gauche ou à la droite, que l'on dit extrême. Mais qui, dans les faits, n'est probablement que le reflet d'une impuissance et d'une frustration. Oui, dans la réalité, c'est ça. C'est ça. C'est pas du tout ce qu'on raconte sur les plateaux télé à Paris. C'est pas de ça du tout. Et je vais vous prendre un exemple de ce qui est arrivé dans mon village l'année dernière. Le maire est un fils de chevrier.
Donc il a grandi au milieu des chèvres. Et il avait mis la main sur un troupeau de chèvres pour nettoyer la garrigue. On est dans le sud méditerranéen. Pour nettoyer, parce qu'on a peur du feu, là-bas. Il était vraiment content. C'est pas évident de trouver un grand troupeau de 500 chèvres qui nettoyer. Brouter, nettoyer. Et puis, coup de tampon de la préfecture et de l'Office national des forêts qui interdit le transfert des chèvres. Parce qu'il y a un obscur bureaucrate qui a déclaré que la chèvre ne sait pas distinguer le pissenlit bleu du pissenlit vert, je ne sais quoi, et qu'il faut sauver le pissenlit. Le maire téléphone à la préfecture, dit « Vous êtes cinglés, ça fait 3000 ans qu'au bord de la Méditerranée, on met des chèvres pour nettoyer la garrigue, pour éviter le feu. Et il y a encore des pissenlits. » Je ne sais plus si c'était le pissenlit ou je ne sais plus quoi. Et le type dit « Ah, mais on a fait des progrès. On a un bureaucrate qui vient au secours du pissenlit. » Le maire dit « Vous êtes fous? Si ça brûle, il n'y a plus de pissenlit. Vous êtes dingue. » Et non, c'est comme ça. Et le type revient au village, à la boulangerie, toujours la fameuse boulangerie dans le village, tout le monde gueulait, parce qu'on s'attendait, ils tiennent beaucoup à une colline où il y a une très jolie chapelle, ils veulent pas que cette colline flambe, la colline Saint-Marthe. Et tout à coup, ils attendaient, surtout, ils voulaient la faire nettoyer par les chèvres pour être sûr que la colline Saint-Martin ne brûlerait pas. On a des problèmes de feu dans le sud de la France. J'écoute ça me paraît tellement surréaliste qu'il y a un bureaucrate, et surtout le maire me dit « Mais pourquoi je vis dans un pays où il y a un type dans un bureau qui n'a jamais vu une chèvre ?» Mais qui a une opinion sur ce qu'elle peut faire et pas faire. Oui, et qui a le pouvoir sur moi. Parce que s'il faisait transporter les chèvres, c'était pénal. Donc, évidemment, il n'y a pas photo. On dit non. On dit non. Il n'y avait pas à avoir une condamnation pénale pour transport de chèvres illégal. Déjà, de créer le délit de transport de chèvres. Oui. On est déjà chez Ubu. Bon. Je réussis à le faire passer dans une émission du matin à la radio. Je téléphone à un type que je connais, je lui raconte l'histoire des chèvres. Il me dit c'est un bon sujet, on le fait passer. Le Figaro fait une demi-page. La guerre des chèvres aura bien lieu. Le lendemain, TF1 et France 2, deux grandes chaînes françaises, envoient pour le JT des équipes dans le village pour voir les chèvres. Le préfet tétanisé se demande comment un maire obscur dans son village a eu des journaux télévisés qui le ridiculisent. Et là, soudainement, la peur du ridicule, sinon la certitude du ridicule... débloque la chèvre. La chèvre est sauvée. En fait, la colline est sauvée, oui. Le pissenlit est partiellement bouffé et la chèvre fait son boulot. Et le Rassemblement national gagne. Parce qu'ils les détestent, tous les connards qui les empêchent de faire venir les chèvres. C'est-à-dire que là, on est très très loin de toutes les élucubrations parisiennes sur les montées des extrêmes. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est très important le feu. Ils veulent pas que leur territoire brûle. C'est pas un sujet secondaire. Et c'est pas virtuel non plus. Non, c'est pas virtuel du tout. Il y a plein de feux dans le sud. Donc, l'idée de ne pas pouvoir bien nettoyer la garrigue... Alors, le préfet a dit, mais enfin, il y a des obligations en plus de nettoyage. Et il dit, mais comment ? Il dit, mais avec des broussailleuses et avec du pétrole, en gros. Au lieu des chèvres. Il dit, mais vous êtes fous. Regardez les cartes. Il n'y a que des vallons. Je ne peux pas envoyer des êtres humains. C'est pour ça que les biquettes passent. Non, on s'en fout. C'est-à-dire, le réel, on parlait du réel. Le réel, c'est que la biquette passe. Et que le règlement s'en fout. Donc, ça a l'air de rien. C'est presque une fable, cette histoire de chèvre. Mais ce sont des fables qui disent parfaitement la déconnexion entre ceux qui pensent décrire ou comprendre le réel. En fait, c'est toujours cette image qui revient. Confondre la carte et le territoire. Ne pas respecter le territoire, ne pas respecter les gens, la dignité des gens. Parce que l'air de rien, quand on les fait rentrer dans des systèmes d'autorisation administrative en permanence, on leur crache dessus. Parce que le fils de chevrier, il s'y connaît, et on lui explique qu'il est un con. C'est d'ajouter l'insulte à l'injure. Oui. Donc ça se termine jamais bien, ces trucs-là. On va s'en sortir, parce que les sociétés s'en sortent humaines, probablement par une crise grave, qui est peut-être imminente, sera peut-être mardi prochain.
Moi, je parierais sur jeudi, vers 16h15. Je vais vous faire un scénario probable. La loi sur les ZFE est passée. Les décrets d'application, les mairies sont en train d'installer les appareils photo et sont en train de mettre tous les panneaux aux entrées. Ça, c'est la vérité. Vous avez des préfets et des sous-préfets qui ont ordre, parce que c'est leur métier administratif, de faire appliquer la loi. La semaine dernière, il y a 10 jours, une sous-préfète à Lyon a fait une descente à Lyon et a aligné tout le monde avec des gendarmes pour faire respecter la ZFE. Et elle s'est baladée sur les réseaux sociaux en disant « Nous purifions l'air des riches ». Elle n'a pas dit des riches, mais c'est grâce à la loi protectrice. Elle a reçu à peu près 670 000 injures. Normalement, un poste de sous-préfète, tout le monde s'en fout. Là, c'était un raz-de-marée. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette fille ? Elle déclenche pas loin d'une guerre civile si elle le fait 3 jours d'affilée. Mais c'est pas un gangster, c'est une préfète qui applique un texte de la République. Donc, il y a de fortes chances que sur un bout du territoire, vous aurez un préfet ou une sous-préfète qui appliquera la loi et qui déclenchera la révolution. On se reparle peut-être après la révolution. Mais ça peut arriver, c'est arrivé il y a 10 jours. Hein? Mais je suis d'accord que quand c'est bien sec, vous parliez d'incendie, et que les conditions sont optimales, d'une allumette. Une petite étincelle, et puis ça s'embrase. Alexandre Jardin, on a commencé en parlant de mensonges, de vie amoureuse. Nous sommes passés par les chèvres de M. Séguin ou de Mme la préfète. Et la Révolution. Et la Révolution. Passionnant. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire? Vous me direz abondance, mais une idée, un mot? Pendant 1h30, je n'ai pas rallumé mon téléphone. Quand je vais le rallumer, il y aura des maires qui nous auront rejoints. En 1h30, ça aura bougé. En 1h30, le paysage de cette révolte bouge. Allez, rallumez votre téléphone. Moi, je vais dire à nos spectateurs, auditeurs, que c'en est fait de cette émission. C'était Jeanne Croteau qui était à la réalisation, Philippe Lorange à la recherche, Stéphane Bureau au microphone et Alexandre Jardin qui surveille sur son téléphone si les choses ont bougé depuis 1h30. Alors, elles ont bougé depuis 1h30? Non, on est dans une cave, il n'y a pas de réseau. Ah! Suspense. Alors, les résultats peut-être lors d'un prochain épisode. Merci à vous de votre attention.